Et bonjour, merci pour votre présence aujourd'hui dans un contexte qui n'est pas facile à plusieurs titres. Vous voyez qu'on va faire notre forum, votre forum en présentiel et en visio en même temps, ce qui nécessite quelquefois des grands écarts, en espérant que la technique ne nous trahisse pas. Alors, les thèmes de notre forum, diversification et circuits courts, dans un contexte agricole plutôt dépressif, même si les cours sont relativement bons, mais on sort quand même d'une crise agricole, d'une crise qui est multi-production. Ces thèmes, qui, je répète, diversification, circuit court, montrent quand même notre dynamisme et notre résilience. Et il nous revient évidemment d'analyser les forces et les faiblesses, avantages et inconvénients pour essaimer davantage. Nous sommes très attendus sur ce sujet qui doivent être une opportunité pour nos paysans, mais aussi pour les consommateurs et les collectivités. Alors, les consommateurs, permettez-moi l'expression, il faut aussi les aider à retrouver un peu de saisonnalité dans leurs achats. Et je pense qu'on a un rôle très pédagogique à ce niveau. Alors, avec l'aide de nos partenaires, nous accompagnons les projets, mais je reste persuadé que c'est ensemble et collectivement que nous pouvons relever ces défis qui peuvent être pour nous des nouveaux modes de consommation, de consommation et de commercialisation. Notre intérêt à tous, individuellement ou collectivement, est de mettre en place des réseaux suivant les cibles pour mettre en commun nos savoir-faire, nos moyens comme la logistique et nos marques. Dans ces sujets, rien n'est exhaustif. Il ne faut rien mettre de côté et être inventif autour de la définition de la durabilité, qui, je vous le rappelle évidemment, il y a le mode économique. Il faut surtout lier tous ces aspects de nouvelles commercialisations, de nouveaux modes de production, évidemment à l'économie, il faut que ce soit intimement lié, mais aussi au social, recréer évidemment ce lien avec le consommateur qui nous attend évidemment assez fortement. J'en profite évidemment dans le côté social de parler de Solane, puisque Cécile est avec nous sur les dons que peut faire l'agriculture vers une partie de notre population qui n'a pas forcément toutes les chances que nous pouvons avoir. Et évidemment le côté environnemental, puisque la mise en commun de toute cette commercialisation et de ce collectif d'agriculteurs peut permettre d'avoir une logistique un peu plus optimisée. Alors, le côté économique, j'y reviens, mais c'est de payer correctement et justement pour le prix du labeur. Parce que on défend quand même une valeur au niveau de notre agriculture qui est le travail. Il faut quand même que le travail soit rémunéré. J'entendais encore hier, je ne sais plus dans quelle émission, un commentateur qui disait que pendant trop longtemps, c'est peut-être via un écrivain qui vient faire un bel article sur l'agriculture et la transition agricole du moment, disait que en fait, on a trop pris l'habitude au niveau de l'agriculture de ne pas être payé pour le travail que l'on fait. Alors, évidemment, dans vos métiers de diversification, il y a quand même un maître mot, c'est très chronophage. C'est très chronophage. Vous passez beaucoup d'heures pour avoir un salaire, et quelquefois, si on le remet évidemment ce salaire à un taux horaire, il n'est pas très bon. Mais enfin, il n'y a peut-être pas que le côté économique, il faut aussi se donner un sens à son métier, un sens à notre mission, qui est évidemment de produire de l'alimentation. Et ce sens, c'est aussi de donner du bonheur aux autres, en passant par l'alimentation, ou en passant évidemment par les visites de ferme ou autres, ou l'accueil à la ferme. Donc en fait, on a quand même un rôle très important au niveau de la société et de la population française. Alors, avant de clôturer, évidemment, un grand merci à tous nos collaborateurs qui ont monté ce forum, parce que c'est pas forcément évident en ce moment. Et dans toutes les réunions qu'on essaie de faire, et quand on se projette à quelques mois, on se dit on va la faire en présentiel. Et puis plus on arrive près de la date, on se dit oh là là,
On va la faire en visio présentiel, enfin, etc. Vous surfez quand même, vous êtes toujours sur la ligne rouge. Et donc, toutes mes félicitations pour la tenue de ce forum. Donc, merci à vous, merci de votre attention et bon forum. Merci Robert pour cette belle introduction. Avant de commencer nos 3 tables rondes, quelques petits rappels d'usage dont vous avez certainement l'habitude maintenant. Pensez à couper votre micro lorsque vous n'intervenez pas. Coupez votre caméra pour optimiser votre connexion Internet. Bon, pour le moment, ça va bien se passer, mais on ne sait jamais. Levez la main pour intervenir. Vous savez, c'est en bas dans la petite barre où vous pouvez lever la main et puis Camille regardera si vous demandez à intervenir, on vous donnera la parole. Enfin, c'est vous qui ouvrirez votre micro, mais au moins on pourra vous annoncer. On va en effet essayer de faire chacune des tables rondes en laissant dérouler les intervenants dans leur présentation et les questions que nous pourrons leur poser. Et on vous proposera de poser des questions à la fin de chacune des tables rondes, puis peut-être enfin à la fin de ces 3 interventions, ces 3 tables rondes. Ensuite, on tenait à vous avertir que nous enregistrons cet après-midi de façon à pouvoir diffuser au plus grand nombre. Donc voilà, si vous ne souhaitez pas une figurer, parce qu'on ne sait jamais dans les vignettes peut avoir votre image ou votre son, hein, on préfère vous avertir au départ que c'est enregistré. Donc, notre première table ronde, et je remercie déjà ceux qui ont fait l'effort de se déplacer et ceux qui sont à distance, hein, parce que vous, c'était compliqué, ou parce que aussi, il y a parmi nos intervenants prévus des personnes qui sont cas contact qui sont positifs, donc ils ne pouvaient pas venir aujourd'hui. Donc, on va essayer de les rapprocher dans le débat à distance. Donc, merci dans tous les cas d'être présents. Donc, notre première table ronde, son thème, c'était vraiment pourquoi adhérer à un réseau ou à une marque collective. C'est-à-dire que quand on a un projet de diversification, en quoi l'appartenance ou l'adhésion à un réseau, à une marque, peut être un plus. On a vraiment voulu mettre cet après-midi sur le sens du collectif. C'est-à-dire que la diversification, c'est extrêmement vaste. On peut parler de beaucoup de choses. Là, il est vrai que nous avons voulu aborder les sujets plutôt sur le sens de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, sachant que bien évidemment d'autres sujets seront abordés, mais les 3 ateliers seront sous le signe du collectif. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire le tour des personnes présentes et à distance, de façon à ce qu'elles se présentent, elles expliquent le réseau auquel elles appartiennent, qu'est-ce qu'ils représentent. Et puis, une fois ce tour de table fait, alors sans table, mais ce tour de table, nous reviendrons avec des questions complémentaires. Et puis, évidemment, ce sera l'occasion pour vous de poser les questions. Notre objectif, c'est que tout soit terminé au plus tard à 17h, hein, pour que chacun puisse rentrer chez lui tranquillement, sachant qu'on voudrait quand même pouvoir préserver un petit moment pour ceux qui sont en présence avec les intervenants, si vous le souhaitez, pour échanger. Donc, je vais commencer par donner la parole au réseau des AMAP, hein, au travers de son animatrice, Zoé Défend, sachant que nous devions avoir également Stanislas Caudron, qui malheureusement a le Covid et ne pouvait en plus pas se connecter maintenant. Donc voilà, c'est malheureusement une nouvelle des dernières minutes, mais comme dit Robert, ça fait partie des impondérables actuels. Donc on remercie malgré tout Zoé d'être présente. Merci. Ok, vous m'entendez bien? Okay. D'abord, merci pour votre accueil. Donc, juste une petite définition de AMAP. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et donc, une AMAP, c'est un collectif de citoyens qui se regroupent autour de producteurs locaux pour mettre en place un partenariat solidaire. Donc, c'est la rencontre entre des consommateurs qui veulent trouver des produits frais, sains, locaux, de qualité, et des producteurs qui ont envie de rencontrer leurs consommateurs, d'avoir un lien privilégié régulièrement avec eux et qui veulent bénéficier d'une sécurité aussi de débouchés.
Donc, le terme AMAP, en fait, c'est une marque aujourd'hui qui a été déposée à l'INPI. Et en 2014, il y a une charte nationale qui a été coécrite par des AMAP, des producteurs en AMAP et des réseaux dans toute la France pour protéger un petit peu ce système, poser des principes et des engagements à tenir lorsqu'on rentre dans un partenariat en AMAP. Donc aujourd'hui, le réseau des AMAP Hauts-de-France représente 110 AMAP sur le territoire, avec 15 AMAP dans l'Aisne, et ça représente plus de 150 fermes en AMAP sur la région. Le réseau Hauts-de-France a été fusionné en 2019, c'est l'issue de la fusion entre la Fédération des AMAP de Picardie et le réseau Nord-Pas-de-Calais. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau Picardie, ce sont plutôt des AMAP qui ont initié la création du réseau, alors dans le Nord-Pas-de-Calais, ce sont des producteurs en AMAP qui ont créé le réseau. Donc on a des dynamiques différentes dans les départements et aujourd'hui on bénéficie justement de cette diversité des pratiques, des points de vue au sein d'un réseau plus élargi. Donc le réseau de France aujourd'hui c'est 13 administrateurs, à peu près moitié paysans en AMAP, moitié AMAPiens, donc des adhérents des AMAP, qui sont répartis un petit peu partout sur le territoire. On est 3 salariés, donc 2 animatrices territoriales. Donc moi je suis animatrice sur les 3 départements de l'Ex-Picardie et j'ai une collègue Céline sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. En gros, on accompagne tous les AMAP et les producteurs en AMAP de notre territoire. Et on a une responsable administrative qui nous permet de gérer justement l'administration de tout ce réseau. Les grandes missions du réseau des AMAP, c'est avant tout de suivre, d'accompagner, de proposer des formations aux AMAP, donc aux bénévoles adhérents des AMAP, mais aussi aux producteurs en AMAP sur des thématiques précises, spécifiques, utiles à leur partenariat. Ça permet justement de partager les pratiques entre toutes les AMAP qui sont différentes et aussi toutes les fermes en AMAP. Ce qu'on montre souvent aux adhérents d'AMAP, c'est que chaque ferme est particulière, a ses spécificités, et donc c'est hyper intéressant de se rencontrer et de valoriser justement les pratiques des producteurs. Donc ça, c'est un premier grand intérêt de faire partie de ce réseau, c'est que quand on est en partenariat AMAP, on peut bénéficier justement de toutes ces rencontres, ces formations, ces échanges, et donc ça, c'est un premier point. Ensuite, la deuxième grosse mission du réseau, c'est donc nous en tant qu'animatrices, mais aussi les administrateurs, c'est d'accompagner à la création de nouvelles AMAP. Donc on accompagne à la fois des producteurs qui veulent monter des partenariats ou qui veulent rentrer dans une AMAP déjà existante. On les informe sur la particularité de ce partenariat. Et aussi des citoyens, consommateurs, futurs adhérents d'AMAP sur tout le processus de création d'une telle association. On est aussi présent donc, dans des événements comme celui d'aujourd'hui, dans des dynamiques partenariales, aussi bien avec des associations, des structures qui accompagnent des porteurs de projets en installation agricole, en agriculture paysanne, donc qui sont membres du réseau Impact Hauts-de-France. Aussi, on est partenaire de la Chambre d'agriculture, là, aujourd'hui, dans le cadre du PID, par exemple, et sur d'autres projets. Et on essaie justement de valoriser ce système particulier qui peut être un levier de diversification pour certains producteurs qui cherchent à diversifier leurs débouchés, leurs pratiques. Et puis enfin, on est sur la promotion, la communication de ce système sur toute la région. Pourquoi adhérer donc à ce réseau? En fait, ça permet, d'un point de vue plus large, c'est de soutenir l'agriculture paysanne, l'installation de petites fermes à taille humaine sur la région, dans un esprit d'essayer qu'il y ait de plus en plus de petites fermes, qu'il y ait de plus en plus d'agriculteurs qui puissent vivre décemment de leur métier, avec donc, on l'expliquera dans la deuxième table ronde, le souci de rémunérer vraiment au juste prix. Une AMAP, c'est sans intermédiaire, donc ça participe justement à la juste rémunération des producteurs.
Le deuxième intérêt, c'est de bénéficier d'un soutien, d'une solidarité à la fois des Amapiens, en fait, quand on est producteur et qu'on rentre dans le réseau AMAP, on se rend compte qu'en fait, on va bénéficier au quotidien d'une solidarité de la part des Amapiens, mais aussi d'autres producteurs de ce réseau. C'est, comme je le disais tout à l'heure, les rencontres, les échanges qui sont favorisés par le réseau. Et puis qui peuvent être sur différents sujets. Et puis c'est aussi l'accès à des outils, par exemple, des outils de gestion de son partenariat en AMAP, des outils de calcul du prix équitable, comment à partir des charges de sa ferme, et non pas à partir du prix du marché, on va dégager un peu de revient et essayer de fixer un prix équitable, etc. Aussi ouvrir les agriculteurs sur les pratiques de diagnostic agriculture paysanne, faire un point sur ces bonnes pratiques et sur ces points d'amélioration. Voilà. Donc c'est vraiment permettre surtout de favoriser la rencontre entre tous les producteurs et les aider à collectivement s'améliorer, etc. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Oui, merci. Et puis, on verra par la suite s'il y a des demandes de précision ou des questions complémentaires. Je vais laisser la parole à M. Braillon pour le réseau Appel Paysan. Merci à ma voisine de m'assister. Je la remercie d'autant que je pense que dans cette assemblée, nous devons être des plus anciens dans l'engagement envers une agriculture de proximité envers les consommateurs, puisque nous allons avoir à peu près une trentaine d'années d'engagement de vente directe. Et nous avons été partenaires aussi dans ces activités. Je voudrais aussi remercier la Chambre d'agriculture d'organiser ce forum. Je suis d'autant sensible que dans un parcours long professionnel, j'ai commencé en tant que chef de service de la Chambre d'agriculture, parce que j'ai travaillé ici comme directeur d'établissement d'élevage pendant 6 ans. Donc, autant vous dire que j'ai un attachement fort avec cette structure et avec cet organisme public, professionnel. Et je suis très heureux d'y voir jouer un rôle que j'estime essentiel, c'est-à-dire permettre à l'ensemble des acteurs de la vie agricole de pouvoir se retrouver, échanger, et construire ensemble. Et ça me paraît tout à fait essentiel. Je voudrais d'abord peut-être commencer par répondre au questionnement de la table ronde. Qu'est-ce qu'un réseau pour moi? C'est essentiellement le regroupement d'individus ayant des affinités pour un travail collectif. Donc, c'est vrai qu'on peut travailler convenablement en réseau, et à partir du moment où on se sent des proximités, les uns envers les autres, et c'est comme ça qu'on bâtit des choses intéressantes. Donc, la raison d'être, c'est le plaisir du collectif, c'est une volonté de soutien réciproque, mais c'est important, une volonté d'ouverture vers l'extérieur. Un réseau, c'est pas une secte. Un réseau, c'est un espace d'échange qui est ouvert sur la société et qui cherche à fonctionner avec d'autres réseaux. Je pense qu'on se met au service pour quelque chose et on ne se met pas au service contre quelque chose. Donc, c'est tout à fait essentiel d'avoir ça en tête. Un réseau, c'est essentiel dans une vie professionnelle, l'appartenance à un réseau.
Et je pense que c'est assez important de rentrer en la matière avec cet état d'esprit dans les réseaux et pas forcément uniquement pour aller chercher des recettes, des tuyaux pour avoir une réussite professionnelle optimale. Alors, je suis adhérent d'Accueil Paysan depuis bientôt 30 ans, à la suite de la création d'un laboratoire de transformation de viande, mais on en reparlera plus tard dans les tableaux suivants, puisque c'était une opération collective de création d'une activité de paysans qui décidaient de prendre contact avec les consommateurs. Accueil paysan doit avoir à peu près 35 ans. Sa raison d'être, c'est de permettre à des agriculteurs de se regrouper ensemble pour une démarche d'agritourisme, mais avec une philosophie très paysanne, c'est-à-dire dans le sens fort du mot, paysan en tant qu'acteur du pays, en tant qu'agriculteur investi dans une recherche de valorisation du territoire et avec des objectifs très clairs, c'est qu'on tient à avoir des rapports très forts avec notre milieu naturel, avec notre activité, avec beaucoup de respect envers la nature et nos conditions de production. Et en la matière, on était un peu précurseurs et on a cherché donc à se regrouper, à se développer ensemble dans cette direction-là. Ça a été aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez cette époque-là pour les plus anciens, une époque où en fait on a abordé l'ouverture de l'agriculture envers la société dans l'accueil, avec souvent des visions un peu urbaines. C'est-à-dire que quand il était question de faire des chambres d'hôtes ou des gîtes, il fallait pratiquement reconstruire à la campagne l'habitat de la ville. Or, ça, c'est quelque chose qui ne nous convient pas du tout. On était et on est des paysans très attachés à leur patrimoine, souvent d'une qualité exceptionnelle, et nos stratégies étaient la mise en valeur du patrimoine rural, de notre foncier agricole, et de faire en sorte, tout en ayant des objectifs à la fois sanitaires et esthétiques capables de satisfaire nos clients, de les immerger dans un espace authentique qui est notre espace de vie et qui a souvent, c'est vrai chez moi, mais c'est vrai aussi souvent ailleurs, plusieurs siècles de transmission, et les pierres portent la trace de cette transmission. Donc pour nous, Accueil Paysan, c'était tout à fait essentiel de pouvoir aborder notre ouverture vers les autres en portant fort notre réalité de gens du territoire, de gens du terroir, avec nos manières d'être et nos manières de faire. Voilà. Merci, M. Marion. On va donner la parole à l'établissement, à la RDD. Je ne sais pas si Marie nous entend et si elle peut ouvrir son micro. On interviendra à la fin. Oui, tout à fait. Au moins, à la fin, après les tables de tour. Voilà, Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien.
Moi, c'est Marie, donc technicienne de la R&D. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la R&D. Qu'est-ce que peut apporter la R&D à nos adhérents. Je suis accompagnée d'Alexandra Garnier, qui est administratrice et adhérente à la R&D, qui pourra répondre à vos questions si jamais il y en a, de façon à répondre en tant que producteur à cette question. Voilà. Bonjour. Donc, du coup, la RVD, donc Association régionale des vendeurs directs de produits laitiers fermiers, donc dans la région Hauts-de-France. Donc, nos missions, donc elles sont réparties en 5 grandes étapes, en 5 grandes diversités de propositions de services. Donc, le premier, donc ce sera l'accompagnement des porteurs de projets. On aura aussi un rôle sur la communication sur le métier. On aura un rôle sur la promotion des produits. On est également capable de fournir des références techniques et économiques à nos producteurs et on s'occupe également de tout ce qui va être le suivi technique et sanitaire au niveau de la transformation. Donc, l'accompagnement des porteurs de projets, donc notre premier gros point, donc ça fait partie d'un des rôles principaux de la RVD. Donc, c'est une longue étape, l'accompagnement du porteur de projet, et il regroupe un petit peu tous nos services, tous les services que la RVD peut vous proposer. Donc, on va dire qu'il y a 8 grandes étapes pour l'accompagnement du porteur de projet. Donc, on va passer par la prise de contact, on va également faire de la formation collective et individuelle, on va être capable de réaliser des plans d'atelier, on va ensuite se diriger plutôt vers une étude économique de façon à avoir un projet qui soit rentable. Et ensuite, on sera là pour accompagner le porteur de projet dans toute sa vie de transformateur afin de l'aider à réaliser les démarches administratives, surtout auprès de la DDPP. Et finalement, notre but, c'est de vous amener à un projet qui soit viable et rentable. Donc, l'accompagnement du porteur de projet, voilà, il regroupe vraiment un petit peu toutes les différentes étapes, tous les différents accompagnements que la RVD est capable de proposer. Donc, après, on va se diriger plutôt vers le suivi technique et sanitaire, donc, qui est un gros point aussi d'accompagnement de la RVD. Donc, nos missions pour le suivi technique et sanitaire, donc c'est vraiment l'amélioration de la qualité des produits via un ramassage d'échantillons. Donc, on vous aide à l'analyse de vos produits et on est derrière également capable de vous apporter un conseil, que le résultat soit bien ou que le résultat soit moins bien. Donc, c'est-à-dire qu'en cas de crise sanitaire, on est également capable, la RVD, de vous accompagner dans cette crise sanitaire. Et pour tout ce qui est également la partie technique et sanitaire, on sera là précédemment en fait pour vous aider dans la réalisation de vos plans de maîtrise sanitaire ou de vos dossiers d'agrément. Voilà. Pour l'acquisition des références technico-économiques, donc la RVD vous accompagne également sur la partie économique de votre projet. Donc on est capable de vous réaliser une étude économique. Ça peut être une étude économique pour un porteur de projet, savoir où on va aller, savoir vers quoi on se dirige, mais ça peut également être des études économiques pour des producteurs qui sont déjà en route finalement et qui souhaitent faire un nouvel investissement ou qui souhaitent tout simplement faire le point sur leur projet. Au-delà de ça, chaque année, on essaye de mettre à jour des coûts de production et donc de transmettre à nos producteurs des coûts de production sur les différents produits laitiers qui peuvent être réalisés à la ferme. Donc, pour le point suivant, donc, qui est la communication, donc la RVD s'occupe également de la communication. Donc, on communique principalement sur le métier de vendeur direct, donc au travers de différentes réunions, donc des réunions un petit peu comme aujourd'hui, donc des forums, des réunions de producteurs, des interventions dans les écoles aussi. Enfin voilà, sur toutes les manifestations agricoles, on sollicite et on présente le métier de vendeur direct. Donc, pour la promotion des produits, donc qui est l'un de nos derniers points
où on est capable de suivre le producteur. Donc la promotion des produits, elle passe principalement par la démarche logo produit à la ferme. Donc cette démarche produit à la ferme, elle a plusieurs buts. Le premier but pour le consommateur, donc c'est vraiment de certifier au consommateur d'avoir un produit de qualité. C'est aussi un logo qui certifie que le produit est fabriqué à la ferme. Et derrière ce logo, c'est aussi tout le suivi sanitaire des produits. Donc, un producteur qui adhère à la RVD et qui a le logo produit à la ferme garantit au consommateur tout cet aspect qualité sanitaire, qualité organoleptique et aussi le fait que ce soit bien un produit qui soit transformé à la ferme. Et donc, pour le producteur, les avantages d'avoir le logo produit à la ferme, c'est avant tout de faire partie d'un réseau. Donc, la RVD, c'est une association. Donc, ce sont des producteurs qui sont à la tête de tout ça. Donc, c'est vraiment important de se sentir représenté. Et du coup, c'est un peu le but de la RVD, c'est de représenter les producteurs fermiers par des producteurs fermiers. Donc, c'est aussi l'assurance de vendre un produit de qualité, parce que derrière tout ça, les techniciennes sont là pour vous conseiller, vous aider à mettre au point des produits, que ce soit organoleptiquement bon, mais aussi au niveau des analyses, que ce soit des produits qui soient de qualité sanitaire. Donc, tout ça, ça passe par la formation que propose la RVD, mais aussi par le suivi sanitaire via les analyses. Donc, au-delà de tout ça, il y a aussi le fait de pouvoir promouvoir vos produits. Donc, on essaye au maximum de promouvoir les produits laitiers fermiers, que ce soit via notre site internet, via notre page Facebook aujourd'hui, ou bien sur toutes les manifestations qu'on peut avoir, même si aujourd'hui c'est malheureusement restreint. Donc voilà un petit peu les avantages de faire partie du réseau du coup produit à la ferme et d'adhérer à la RVD. Donc, notre équipe, à la RVD, donc, on est un conseil d'administration. Donc, c'est le conseil d'administration qui fait vivre la RVD aujourd'hui. Donc, ça représente à peu près 12 producteurs répartis sur la région Hauts-de-France. Donc, on essaye de répartir au mieux pour que chacun soit représenté de façon équitable. On est également 3 techniciennes qui sont réparties sur la région Hauts-de-France. Donc, on a un petit peu chacune nos secteurs pour vous accompagner au mieux et donc assurer un suivi des producteurs. Ça permet aussi qu'on apprend à connaître le producteur et qu'on le suit du début jusqu'à la fin. Et du coup, l'équipe, elle est complétée par notre directeur, Pierre Delabie, qui est également directeur de la DPL, et une secrétaire qui est au bureau, parce qu'en fait, on a aussi un service d'achat groupé d'emballage, de façon à étendre encore nos missions. Donc, on a également une secrétaire qui est capable de vous répondre au bureau tous les jours. Donc, voilà un petit peu pour la RVD, donc nos missions et l'intérêt de faire partie du réseau produit à la ferme. Donc, je ne sais pas si Alexandra a quelque chose à ajouter à cette petite présentation. Sinon, éventuellement, dans les questions-réponses, peut-être, si vous voulez bien. Ok. On avance et qu'on continue le tour de table. Merci. À tout à l'heure. D'accord. On va continuer par le réseau Bienvenue à la ferme que vont vous présenter Anne Aldon, qui coordonne ce réseau au niveau des Hauts-de-France, et Sophie Desmarais, qui est l'élue référente pour cette marque. Alors, Bienvenue à la ferme, qu'est-ce que c'est? Bienvenue à la ferme, qui a un peu plus de 30 ans aujourd'hui, c'est un concept pionnier, lisible et dans l'air du temps. C'est une marque qui a été développée par et pour les agriculteurs et qui s'est segmentée en 2 parties. D'un côté, vous avez le manger fermier pour tout ce qui est vente de produits près de chez vous, donc c'est la vente directe. Et puis de l'autre, le vivet fermier pour tout ce qui est accueil à la ferme. On est dans l'air du temps parce qu'effectivement, aujourd'hui, comme depuis 30 ans, on répond aux attentes des Français. Et de plus en plus aujourd'hui, puisqu'ils recherchent des produits frais, de saison, locaux. C'est important qu'ils sachent d'où ils viennent, qui les produit. Il y a une recherche aussi de contact, de savoir qui est derrière les produits, mais aussi par les moyens d'achat de proximité. Parce que ce n'est pas toujours facile de faire déplacer le client jusqu'à la ferme qui peut être un petit peu loin. Et donc, c'est aussi de proposer des outils de commercialisation qui se rapprochent des bassins de consommation, comme les magasins producteurs, les drives, etc.
les consommateurs aujourd'hui recherchent aussi de plus en plus des lieux de ressourcement, des lieux de partage et des lieux où ils vont pouvoir apprendre, découvrir des savoir-faire. Et c'est vraiment l'ambition qu'il y a derrière justement toutes les activités de l'idée fermée. Bienvenue à la ferme, c'est aussi un engagement de qualité et d'éthique, puisque les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme s'engagent à proposer des produits fermiers de qualité, bien évidemment, mais aussi à les accueillir sur leur exploitation. Et pour ceux qui proposent des activités d'agritourisme, de leur proposer un accueil personnalisé et professionnel, toujours en lien avec leur activité agricole. Donc, pour toutes ces activités, il y a des cahiers des charges qui permettent d'encadrer les propositions, soit en termes de produits, de points de vente, d'accueil. Et dans les accueils, vous avez une large variété d'activités, puisqu'il y a les fermes auberges, les sacs pique-niques, les gîtes, les chambres d'hôtes, les hébergements, les cantines aussi, et puis aussi les visites, telles que les fermes de découverte pour le grand public, les fermes équestres ou les fermes pédagogiques pour l'accueil des écoles. Alors, quel est l'avantage client? L'avantage client par rapport aux producteurs qui vont être dans le manger fermier, c'est qu'il va être sûr que les produits proposés sont bien issus d'une ferme. Pour les clients qui vont aller dans une ferme, bienvenue à la ferme, qui propose des activités d'IV fermier, il sait qu'il va découvrir une ferme en activité et rencontrer des agriculteurs. Oui. La promesse qu'il y a derrière Bienvenue à la ferme, c'est aussi le petit logo que vous avez envoyé. On l'avait la page d'avant. C'est venez nous voir, encore avant, voilà, venez nous voir, puisque ça, c'est l'engagement des agriculteurs de la marque Bienvenue à la ferme d'accueillir au moins une fois ou plusieurs fois par an, pour ceux qui ne font pas l'accueil directement sur leur exploitation ou qui ne vendent pas chez eux, d'accueillir le consommateur qui le souhaite sur son exploitation pour pouvoir lui montrer où c'est produit, que c'est bien une ferme en activité et lui expliquer son métier. Donc, Bienvenue à la ferme, c'est une ferme connectée et communicante, à travers notamment, bien sûr, des outils digitaux, tels que le site Bienvenue à la ferme, mais aussi par le biais de partenaires, tels que le site qui vient d'être lancé, par exemple, par le ministère de l'Agriculture, qui s'appelle fraylocal.fr, sur le site régional ou acheter local. C'est une communication sur les réseaux sociaux, ce sont des communications via des événements saisonniers, le printemps, l'été, l'automne et Noël à la ferme, qui permet de proposer différents types d'animations pour accueillir le client, lui faire découvrir le métier, les produits, et d'avoir des moments un peu plus forts en termes de communication. Ce sont aussi des supports pour pouvoir identifier le produit ou la ferme. Donc, ça peut être des flèches, des sacs, tout type de supports. Et puis, des documents qui sont faits, bien sûr, suivant la charte graphique pour que un consommateur ou un client qui va passer devant une ferme reconnaisse tout de suite le logo et donc sache tout de suite que derrière, il y a une promesse et qu'il connaît cette promesse. Ça représente quelque chose. Et puis, bien sûr, il y a de la communication régulièrement dans la presse. Et puis, important, très important aussi, notamment pour l'agritourisme, c'est que la force du réseau permet d'être reconnu comme un partenaire en agritourisme, excusez-moi, et donc d'être valorisé par rapport aux activités touristiques, ce qui n'est pas forcément évident. Il y a le tourisme d'un côté, l'agritourisme a eu du mal à se faire reconnaître comme une activité de tourisme pleine et entière. On est sur la bonne voie et donc, par exemple, en 2020, on a pu travailler avec le comité régional du tourisme qui a fait une vidéo, qui a fait des vidéos par territoire avec les offices de tourisme. Et on a eu la première vidéo thématique autour de l'accueil à la ferme. Donc, selon une étude qui a été réalisée récemment, plus d'une personne sur deux connaît la marque et 1 sur 5 reconnaît le logo. Donc, c'est important parce que c'est ça aussi qui fait l'intérêt d'une marque, c'est effectivement d'être reconnue et donc de rassurer le client. 3,8 millions de Français en sont déjà clients. 97% des clients se disent satisfaits des services Bienvenue à la ferme.
Et Bienvenue à la ferme est la seule marque qui propose une offre complète de produits et d'accueil à la ferme, puisque les consommateurs l'associent spontanément en premier à la vente des produits, en second au séjour, donc l'hébergement, en troisième aux activités à la ferme, ferme équestre, ferme de découverte et ferme pédagogique, et en quatrième en restauration, avec notamment les fermes auberges. Et puis enfin, Bienvenue à la ferme est dans le top 3 des marques qui inspirent le plus confiance. Alors, c'est par rapport à 15 marques de ce type qui ont été proposées. Après Biocop, qui est très connu, et Gîtes de France. Donc, on voit que la notoriété de la marque est vraiment très, très conséquente. Et puis, Bienvenue à la ferme, c'est aussi un réseau humain entre agriculteurs qui portent des projets ensemble, qui ont des moments de partage, d'échange entre pairs. Et 86% des adhérents recommandent la marque à leurs collègues agriculteurs. Donc, c'est aussi un espace fort qui rejoint un petit peu ce que disait M. Braillon tout à l'heure. Effectivement, c'est qu'il y a aussi ce côté humain, partage, ensemble, collectif. Et puis enfin, pour vous donner quelques chiffres, pardon, parce que j'ai mis court, Manger fermier, ça représente au niveau français 4400 points de vente à la ferme et 164 en Hauts-de-France, 26 magasins de producteurs, donc ce sont des magasins collectifs, et 3 en Hauts-de-France, 120 points de retrait de drive fermier et 9 en Hauts-de-France. Et pour la partie vive et fermier, 1800 hébergements, donc gîtes, chambres d'hôtes, camping, 50 en Hauts-de-France. Pour la restauration, donc ferme auberge, sac pique-nique ou goûter à la ferme, 270, dont 10 en Hauts-de-France. Et pour les fermes qui accueillent pour les visites, donc ferme pédagogique, ferme de découverte et ferme équestre, il y en a 900 en France et 46 en Hauts-de-France, qui représente un joli réseau. Alors, bien évidemment, la segmentation manger-viver, c'est fait pour être plus visible et plus visible pour le client. Mais de nombreuses fermes proposent en fait les deux types d'activités, puisqu'on a 27% des adhérents au niveau français qui proposent et des activités d'agritourisme et des activités de produits. Voilà, donc dans l'Aisne, si vous êtes intéressé, le contact, c'est Séverine Varin, qui est dans la salle, que vous pourrez rencontrer tout à l'heure, et qui est joignable, bien sûr, pour vous renseigner. Merci beaucoup, Anne. On donnera la parole à Sophie tout à l'heure. On va continuer et finir le tour de table, donc avec Alain Bahuchet qui va nous parler de la marque Terroir Hauts-de-France. Donc là, on était Bienvenue à la ferme sur une marque nationale, avec une organisation, une animation évidemment en département et en région. Avec Terroir Hauts-de-France, on est sur une marque régionale, donc à une échelle un peu différente et qui fonctionne de façon également différente. Donc, Alain, oui, merci. Donc, j'aimerais aussi avec Clotilde, donc, qui est dans sa ferme à Mousset. Donc, elle pourra intervenir dès qu'elle veut. Donc, en fait, la marque Terroir, beaucoup s'en souviennent comme étant en fait l'ancien nom, enfin, le nouveau nom de Terroir de Picardie. Elle a été créée il y a très longtemps par Anne, ici présente, et c'était un outil pour mettre en avant les produits de la région. Parce que lorsque l'on parle de la région, alors on va dire Hauts-de-France, et en particulier de la Picardie, on n'avait pas forcément une grande liste de produits qui arrivaient en tête et il fallait les mettre bien visibles aux yeux des consommateurs. Donc, c'est une marque qui est d'abord au service des producteurs parce qu'elle n'est pas là elle vit pas pour elle vit surtout pour les producteurs parce que une marque collective régionale, c'est pas un label, les labels régionaux, c'est bien une marque privée qui est propriété de la Chambre régionale d'agriculture et qui est largement soutenue par le Conseil régional, puisque le Conseil régional de Picardie, à l'époque, s'en servait comme vraiment un élément d'appui à la diversification agricole. Et d'ailleurs, tout l'esprit qui est dans cette marque, c'est pour ça que j'ai marqué la charte terroir, c'était d'abord un esprit partagé, parce que c'est effectivement ça, c'est beaucoup plus un esprit que quelque chose de très normatif, même si les critères sont quand même stricts pour y rentrer.
mais c'est effectivement pas des points. L'esprit général, il est que c'est d'abord une marque qui est ouverte aux exploitations agricoles, artisanales et aux entreprises installées en Hauts-de-France. Mais je dois dire que déjà, d'emblée, à peu près entre 60 et 70% des adhérents de la marque sont des agriculteurs ou des sociétés qui dépendent d'agriculteurs. C'est-à-dire, ça peut être monsieur ou madame qui a été obligé, conseillé par le centre de gestion, de monter une société à côté pour transformer ou commercialiser les produits de la ferme. Donc, ça reste, en tout cas dans l'esprit, bien pour moi, une activité qui est liée à l'agriculture. Il y a quelques entreprises, des artisans qui utilisent des matières premières locales, et puis quelques entreprises un petit peu plus importantes, mais c'est vraiment infime pour la marque Terroir Hauts-de-France. Des matières premières principales issues de la région. Donc, on n'est pas allé dans le détail, on dit bien des matières premières principales issues de la région, parce qu'en fait, on n'a pas des problèmes d'industriels, on a des problèmes d'agriculteurs ou d'artisans. Donc, en fait, un agriculteur, quand il transforme un cochon, il transforme un cochon. Alors qu'un industriel, lui, quand il veut faire du pâté, ben, il va utiliser soit de la gorge, soit une autre pièce, et il n'achètera que cette pièce-là. Donc, on n'a pas eu besoin de rentrer dans ces détails-là. Donc, c'est vraiment c'est pour ça que je dis que c'est l'état d'esprit et les matières premières principales. Évidemment, on ne dit pas forcément que le sel ou le poivre soit local. Un comité d'agrément indépendant, c'est-à-dire que, en fait, même si on remplit les deux premières conditions, il faut aussi que le produit soit bon. Alors, on ne prétend pas que ce sont les meilleurs du monde, même si c'est quasiment vrai, mais il faut qu'il soit bon. Il faut que le client et le consommateur qui le déguste ne soient pas déçus. Il y en a forcément, je vais prendre comme exemple les produits artisanaux des brasseries. Forcément, il y a des bières d'une brasserie qui vous plaisent, il y en a qui ne vous plaisent pas d'une autre, mais c'est pas pour ça que le produit n'est pas bon. Ça, c'est des problèmes de choix. Par contre, si un produit n'est pas forcément bon, et ça peut arriver, même dans un produit terminé, eh bien, le comité d'agrément ne donnera pas les notes suffisantes. Il faut avoir une note de 12 sur 20 en moyenne, mais surtout une note de 12 sur 20 minimum en goût. Et donc, le comité d'agrément, ce sont des gens qui représentent la société civile, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Voilà, c'est le consommateur moyen de Picardie, maintenant des Hauts-de-France. Et puis, des contrôles par un cabinet d'audit externe depuis quelques années pour simplement bien vérifier que ce qui est dit dans la charte est bien respecté par les producteurs pour garantir les consommateurs. J'ai mis quelques chiffres, vous voyez, donc la marque est segmentée entre les produits terroirs, les produits fermiers, artisanaux ou bio, en sachant aussi qu'on ne joue pas non plus les cacous, c'est-à-dire que par exemple, l'association des vendeurs, l'association qui fait la promotion de la viande, par exemple, LVA 60 dans l'Oise, ils ont agréé leur viande de bœuf, et donc le bœuf compte comme un produit. Si on coupait le bœuf en morceaux, on pourrait très largement augmenter le nombre de produits. Aujourd'hui, c'est 722 produits, 114 exploitations agricoles ou entreprises, et en sachant, alors je ne sais pas si c'est une répercussion du salon d'agriculture qui s'est passé de façon numérique ces derniers temps, j'ai depuis 10 jours une inflation de demande, y compris d'agriculteurs du Nord-Pas-de-Calais, qui effectivement s'y retrouvent dans l'état d'esprit. La marque régionale, donc après, c'est aussi une mutualisation de la notoriété, un partage de relations commerciales, même si la marque ne fait pas de commerce par elle-même, c'est un appui au développement de la notoriété, et je laisserai Clotilde en parler, et c'est aussi des relations avec la presse, écrite, la télévision, et ça c'est aussi quelque chose d'important, parce qu'à chaque fois qu'on a un comité d'agrément, j'avertis les médias des nouveaux agréments, et en général ça donne lieu à des reportages. Les pages Facebook, alors moi je ne croyais pas du tout, et il faut quand même reconnaître que c'est sûrement, voilà, c'est pas du tout ma culture, Facebook, et c'est le premier réseau aujourd'hui, enfin, le premier moyen en tout cas de communication, et y compris de demande par les professionnels. Donc, voilà. Et puis, quelque chose pour les plus jeunes, paraît-il, le compte Instagram qui, entre la fin de cette année, enfin fin de 2020 et aujourd'hui, on va faire
entamé un tout petit peu. Eh bien, on est passé de 600 abonnés à 1000 abonnés. Ça veut dire qu'effectivement, il faut de la visibilité. Et c'est ce qui un peu justifie Terroir, c'est de développer la notoriété des producteurs. Et je pense que Clotilde, elle peut compléter là-dessus. Et puis dire ce qu'elle fait. Voilà, Clotilde, vous pouvez compléter un petit peu. Voilà. Oui, alors moi je voulais juste intervenir, comme on en a parlé avec Alain. Vous m'entendez bien d'abord? Oui. Sur quel impact le fait d'avoir eu la marque Terroir Hauts-de-France. Ce que je fais déjà comme produit, c'est des sirops de fleurs de sureau et des sirops de fleurs de cerisier fleurs. Pour moi, en fait, avoir eu la marque, en fait, j'ai fait une demande tout à fait au début de mes produits. C'était vraiment une reconnaissance de mon produit, de la qualité aussi de mon produit, parce qu'il est goûté et on a vraiment un retour là-dessus. Il y a un comité d'agrément, c'est pas quelque chose où on remplit toutes les cases et puis voilà. Donc déjà, cet aspect de reconnaissance, quand on montre nos produits et que les gens voient qu'il y a la marque Terroir Hauts-de-France, ça aide beaucoup à la vente. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est un réseau, alors que ce soit en amont ou en aval. En aval, avec les clients, moi personnellement, je ne vends pas en GMS, mais ceux qui vendent en GMS, il y a des forums spéciaux où, grâce à Terroir Hauts-de-France qui organise, on peut avoir directement accès aux acheteurs et ça, c'est un point énorme pour ceux qui veulent vendre en GMS, parce que c'est toujours une des difficultés, c'est d'avoir le premier contact avec la personne. En épicerie, on va dire que c'est un impact moindre, mais il y a quand même des relais Terroir Hauts-de-France, des épiceries relais Terroir Hauts-de-France, et qui vont vraiment mettre en valeur les produits qui ont reçu la marque. Donc, fort réseau client. Réseau en amont, ça c'est aussi un point fort que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités en ce moment, mais quand on se rencontre sur des forums, quand on est invité, donc ça c'est plutôt la partie communication, mais on se retrouve entre agriculteurs, on se retrouve entre personnes qui ont eu la marque Hauts-de-France, et pas que agriculteurs, hein, comme Alain l'a dit, et c'est très, très enrichissant de parler entre nous et de découvrir des choses que d'autres ont déjà eues en expérience et partager nos expériences. Ça, franchement, c'est un point fort. Un autre point fort, c'est donc la communication. Donc, Alain en a parlé. Il y a Facebook, il y a Instagram, mais il n'y a pas que ça. Il y a le magazine trimestriel saison qui permet aussi d'avoir une belle fenêtre pour communiquer sur nos produits. Il y a des invitations, comme je disais, à des manifestations. Non, c'était même pas la dernière, c'était il y a déjà 2 ans. Par exemple, la foire à Chalon, où grâce à la Chambre d'agriculture, Alain a invité quelques producteurs et ça a permis d'avoir une belle fenêtre pour communiquer sur nos produits aux gens qui sont venus. Il en a mentionné un petit peu avant, c'est le salon régional cette année qui a été fait en virtuel, donc par la télé. Mais il y a aussi une campagne de pub qui a été faite à la fin de l'année. Et donc ça, c'est des choses que moi, personnellement, je ne peux pas faire financièrement. Et c'est une aide vraiment très précieuse de la part de la marque qui nous permet de communiquer sur nos produits. Qu'est-ce que j'ai oublié? La dernière chose que je voulais dire aussi, c'est devenu aussi une référence. Et moi, quand je fais partie maintenant, j'étais reconnue producteur artisan de qualité avec le Collège culinaire de France. Et dans mes référents, Alain, lui, a été un des personnes qui a été contactée pour pouvoir m'appuyer sur ma candidature au Collège culinaire de France. Donc voilà un petit peu, moi, les avantages d'avoir la marque. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, mais écoute, merci Clotilde, et puis on va continuer. Il y aura peut-être des questions, en effet, des personnes en présence ou des personnes à distance. Merci. On va terminer cette table ronde avec la présentation de Solaa par Cécile Pelletier. Alors,
Vous allez dire pourquoi Solal, qu'est-ce que ça fait là, elle va vous expliquer ce que c'est, mais en fait parce que ça nous paraissait intéressant, surtout en ce moment, de mettre en avant, puisque c'est la mission aussi également de Cécile, de mettre en avant ce réseau. Elle va vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre l'importance en fait de connaître ce réseau et de le faire connaître autour de vous dans le monde agricole. Merci Mireille. Oui, parce que je pense que dans la salle, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent Solal. Donc, c'est vrai qu'il faut expliquer aussi ce que c'est. Merci d'abord à Robert d'avoir cité Solal dans son discours d'accueil. J'ai beaucoup aimé le clin d'œil. Merci beaucoup. Je l'avais fait, je ne savais pas que tu venais. Ah, oh là là, magnifique. Tout était bon, voilà, prévu en tout cas pour citer Solal. Merci. Alors, en fait, déjà, Solal, c'est Solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires. Donc, en fait, c'est une association qui a été créée au national en 2013 par Jean-Michel Le Métayer, l'ancien président de la FNSEA. Et du coup, en fait, il y avait d'un côté les agriculteurs qui se retrouvaient avec des invendus, des refus de marchandises du hors calibre, et d'un autre côté, des personnes qui avaient faim et qui ne mangeaient pas de produits frais. Et une citation assez célèbre qu'on cite beaucoup, en fait, Solal, c'est il disait « Je ne supporte pas de voir les gens de mon pays qui ne mangent pas à leur faim ». Et en fait, c'est pour ça qu'il a créé Solal. Donc, comme Robert l'a dit tout à l'heure, en fait, on met en relation les acteurs du milieu agricole, mais aussi agroalimentaire, avec les associations d'aide alimentaire. Donc, en Solal, en Hauts-de-France, en fait, on est arrivé en octobre 2018. On était un peu la région pilote. Pas qu'un peu, c'est la première fois qu'une personne à temps plein était sur une région, ce qui a permis quand même de développer pas mal le réseau. Et donc, en fait, quand un agriculteur ou une entreprise agroalimentaire a des produits à donner, il a juste à me contacter et je vais le mettre en lien avec des associations d'aide alimentaire qui vont récupérer par la suite ces produits. Donc, il n'y a pas de livraison, il n'y a pas de coût supplémentaire. Et en fait, suite à ce don, comme tout citoyen, le donateur a droit à une réduction d'impôt. Donc, c'est un service qui est totalement gratuit pour le donateur et pour l'association. Donc, en plus, à quoi bon, voilà, adhérer, quoi. Partager, participer à ce réseau-là. Alors, pourquoi c'est un réseau? On l'a encore plus vu cette année lors du premier confinement, surtout dans les Hauts-de-France. On a eu énormément de dons de pommes de terre suite à la fermeture des marchés et des restaurants. On a eu en Hauts-de-France, qui est passé par Solal, donc il y en a eu beaucoup plus, 744 tonnes de dons de pommes de terre. Rien que dans les Hauts-de-France. Moi, on m'appelait, on me disait 150 tonnes de pommes de terre. Voilà. Voilà. Donc déjà, moi, j'appelais toutes les associations d'aide alimentaire, elles me disaient qu'elles étaient saturées en Hauts-de-France. Et donc, le réseau Solal, ça a permis de proposer ces produits-là à des associations d'autres régions. Et donc, c'est des associations de la région PACA, Grand Est, Occitanie, qui sont venues jusqu'en Hauts-de-France en semi-remorque pour récupérer des bonnes pommes de terre de d'autres régions et qui a permis de nourrir des personnes qui n'ont pas l'habitude de manger des pommes de terre dans le sud, dans l'est. Et donc, c'est ça aussi ce réseau-là. Donc, ça vous évite, en gros, d'appeler chaque association, de chercher le bon interlocuteur, de perdre du temps. On est là pour faciliter votre don. On est là aussi pour la récupération de vos palox. On peut ramener vos palox, vos conditionnements par les associations. On est vraiment là pour mettre en relation la demande et le besoin et la demande et l'offre. Et donc, aussi, on est là pour la récupération des attestations de don. Voilà. Juste quelques chiffres pour terminer. Donc, depuis 2 ans, ce sont quand même 3500 tonnes de produits qui ont été donnés. Donc, c'est l'équivalent de 7 millions de repas, rien qu'en France. Et donc, on voit que même si cette solidarité-là, en fait, existait bien avant qu'on arrive, hein, le milieu agricole donne depuis des années, ça a permis, en fait, de comptabiliser ces dons et de communiquer dessus. Et donc, ça permet, voilà, de plus faire votre don de votre côté. Ça permet aussi de communiquer dessus auprès de la presse, des réseaux sociaux, le mettre en avant, parler autrement de l'agriculture. Et ça, je pense qu'aussi, c'est un point intéressant de passer par Solal. Voilà, donc en tout cas, moi, je suis aussi au forum, mais pour ceux qui sont présents, je peux vous donner mon contact. Et je crois pour ceux qui sont en visio, et mon contact apparaît derrière le petit cadre qui apparaît et qui n'arrive pas à disparaître. Mais voilà, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions par la suite. Merci beaucoup. Merci Cécile.
Alors, je pense qu'on a fait un tour assez large. Moi, je reviendrai quand même avant d'arriver à vos questions, et je pense qu'elle sera assez brève, entre autres à Sophie, hein, qui n'est pas intervenue pour dire, elle, pourquoi elle est dans la marque Bienvenue à la ferme. Et pareil, nous pourrons faire intervenir la RBD, puisque Marie n'était pas seule, et peut-être et je suis désolée, hein, je n'ai pas retenu le nom de la personne qui est avec Paris, mais qui pourra dire aussi pourquoi elle fait partie des RBD. Peut-être Sophie. Alors, Sophie Desmarais, moi, c'est les jardins de Pontarché, près de Soissons. On est, comme le disait M. Braillon, en vente directe depuis 30 ans, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau pour nous. Et on a adhéré au réseau Bienvenue à la ferme en 2005. On est parti, au départ, on était avec un autre réseau, on a abandonné. Et il était compliqué pour nous de travailler seul, en fait. L'adhésion à un réseau, c'est un partage de valeurs. C'est un appui, ça peut être un appui économique. Et ça permet aussi c'est un ancrage dans le territoire qui permet d'avoir une visibilité forte auprès des consommateurs. Le réseau Bienvenue à la ferme, de toute façon, Anne l'a très bien présenté, hein, c'est une marque qui est connue et reconnue par les consommateurs. Donc pour nous, c'est quand même indispensable quand on se lance dans la vente directe ou dans le circuit court d'avoir une image forte dès le départ. On ne peut pas travailler tout seul quand on fait de la vente directe. Je trouve que c'est compliqué parce que la vente directe, c'est à la fois une diversification de produits, c'est une diversification de production sur le terrain, mais elle ne peut être vraiment effective économiquement que si on essaye de maîtriser toute la chaîne, c'est-à-dire de la production à la commercialisation complète. Donc ça, je pense que Bienvenue à la ferme, pour ça, est un outil très intéressant. C'est sûr que Bienvenue à la ferme ne va pas vous donner ne donne pas de conseils d'ordre technique. Mais dans le domaine de la vente, de la réglementation, tout l'appui réglementaire lié à l'accueil du public, lié à la vente à la ferme, on ne sait pas tout. Quand on est producteur et qu'on est dans son champ, on ne connaît pas tout le contexte dans lequel on veut faire évoluer son outil économique. Donc l'appui réglementaire qu'offre Bienvenue à la ferme est important, est intéressant. Après, pour moi, l'appui réseau est un partage de valeurs, basé oui, sur le partage de valeurs et des échanges professionnels. Ça permet de faire connaissance avec ceux qui travaillent dans la Somme, qui font d'autres productions que nous dans la Somme, de connaître ceux qui sont dans le sud du département de l'Aisne ou dans l'Oise, etc. Si on n'a pas le réseau, si on n'a pas un appui réseau, en fait, je trouve que toute cette richesse humaine nous passe à côté. De toute façon, la MAP, j'allais dire, c'est le principe de tous les réseaux, c'est des échanges humains avant tout. Il y a tout l'aspect économique qui est lié qui est lié à nos propres structures, qui ne vont pas être les mêmes chez les uns, chez les autres, mais les échanges humains liés à l'adhésion à un réseau ne fait que nous permettre de progresser dans nos entreprises à proprement parler. Donc, j'allais dire, c'est une des raisons pour lesquelles, quand on a voulu se diversifier dans la commercialisation, on fait de la vente directe à la ferme, on fait la boutique, la cueillette, le distributeur, donc les casiers, un petit peu de panier, mais pas par les AMAP, par une autre association, et puis le drive fermier. Et développer tous ces outils de commercialisation, notamment le drive fermier, qui est une démarche collective
sans l'appui d'une marque me paraissait un petit peu compliqué. Mais ça, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Merci Sophie. Voilà. Dernière intervention avant les questions. Est-ce que Marie, vous voulez intervenir auprès de la RDD pour redonner un petit peu de motivation ou... Ah voilà. Bonjour. Bonjour, donc je ne sais pas si c'est Marie ou si c'est moi que vous voulez entendre. Donc moi, je suis Alexandra Garnier. Je suis productrice dans l'Oise. C'était bien vous, dans tous les témoignages. Donc, je suis productrice dans l'Oise, à côté de Crépy-en-Valois. Et je me suis installée en 2012. Auparavant, en 2009, donc, on a eu la crise du lait et on cherchait un moyen de se diversifier. Et j'ai trouvé la RVD, donc, qui est l'association régionale des vendeurs directs. Donc, je suis allée aussi à la chambre d'agriculture, mais il n'y avait pas de technicien en fait, spécialiste en lait. Et c'est donc à la RVD que j'ai trouvé un soutien à la fois pour l'étude de marché, pour faire les plans de ma fromagerie, pour les formations. Donc, j'ai suivi toutes les formations que je pouvais. Et puis, ils m'ont aidé à m'installer. Ensuite, on a tout l'appui technique des techniciennes. Le gros point fort de la RVD, c'est les 3 techniciennes qui vont sur le terrain et qui ont la connaissance sur la technologie fromagère, mais sur aussi tout le soutien au niveau sanitaire. Voilà. Et ils ne nous lâchent pas, voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, sinon, moi, je fais yaourt, fromage frais et je vends principalement à la ferme. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, mais super, merci beaucoup. On va en passer parce qu'on est très en retard, on a commencé en retard et puis la table ronde suivante sera un petit peu peut-être plus courte puisqu'il manque un intervenant. N'hésitez pas, alors soit dans la salle ici, à poser des questions, soit à distance. Alors si vous avez une question à poser, soit vous levez la main et on vous interpelle pour vous donner la parole, soit éventuellement vous pouvez mettre des questions dans la discussion. Hein, tout en bas, vous avez un petit picto qui s'appelle discussion. Vous pouvez également écrire là si vous le souhaitez. Dans la salle, y a-t-il des questions? Des compléments d'information, des remarques? La distance? Pour l'instant. N'hésitez pas, c'est l'occasion. Hein, vous avez tous les partenaires. Donc, pendant que vous décidez, juste un petit rappel. Hein, ce forum se situe dans le cadre de rendez-vous professionnels qui ont lieu sur tous les Hauts-de-France. Hein, et certains de ces rendez-vous professionnels sont ce que l'on appelle, c'est un peu notre jargon, partenarial. Ça veut dire qu'ils s'inscrivent dans ce que l'on met en place depuis 2 ans avec l'aide de la région Hauts-de-France particulièrement, le point info diversification au partenarial. Les personnes qui sont autour de la table en font partie. C'est en effet, comme l'a bien dit Robert au tout début, c'est un réseau qui permet de répondre au mieux à toutes vos questions, à toutes vos attentes. En fin des tables rondes, on vous montrera un diaporama. De toute façon, vous aurez les coordonnées de ce point info diversification. Est-ce que, Robert, est-ce que tu as une remarque? Une question? Plutôt des remarques et des compléments. Hein. Je voulais revenir évidemment sur ce qu'a dit Alain tout à l'heure. On a eu une très bonne communication positive envers l'agriculture pendant le salon virtuel. C'est assez bizarre et très. Ça a été bénéfique parce que on a parlé de l'agriculture d'une façon positive et très importante chez nous, hein, et très localisée. Donc, on voit quand même que, c'est pas une critique, hein, c'est un constat, c'est que quand on s'éloigne un peu des salons parisiens et qu'on parle de nous dans notre région, bah, ça plaît. Alors, évidemment, hein, on a participé à beaucoup d'émissions médiatiques, enfin, journaux, etc. Il n'y avait pas de contradiction, mais on s'est plutôt porté en tant qu'ambassadeur de notre agriculture régionale. Et ça a été vraiment très, très agréable. Alors, je vois que quand même autour de moi, tous les intervenants, on a quand même développé une sorte d'altéralité de nos sensibilités différentes. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce besoin de culture d'appartenance, que ce soit dans un map, il y a à la ferme, et chacun, en fait, il retrouve ce qu'il veut chercher. Et en fait, on a les mêmes fils rouges. Tu l'as bien souligné tout à l'heure, c'est
le côté humain, c'est le côté accompagnement, c'est le côté ambassadeur, c'est le côté pédagogique, c'est le côté tendre la main aux consommateurs de façon différente, avec des sensibilités différentes, je vous l'ai dit, mais c'est le même fil rouge et ce sont les mêmes objectifs. Donc, il est très important, à mon avis, bon, c'est le constat, c'est d'être côte à côte et pas face à face. Hein, parce que le face à face, pour l'agriculture, il est mortifère. Et donc, c'est comme ça. Alors, je voulais revenir sur Solal, parce que c'est quelque chose quand même de très important. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une valeur importante pour l'agriculture et les agriculteurs, c'est le travail, avec une rémunération juste derrière. D'ailleurs, c'est un de nos fils rouges aussi. Hein. Un autre fil rouge, c'est l'installation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le plus d'agriculteurs sur le territoire, mais de façon pérenne et pas dans la misère. On a le même fil rouge. Et pour revenir à Solal, on a une valeur commune aussi, c'est la solidarité. Alors, attention, maintenant on va plus loin que cette solidarité envers la population. C'est maintenant, on sent qu'il y a une solidarité interne entre agriculteurs. Parce que ça fait forcément partie intégrante de la population, et quelquefois les dons dont parle Cécile, eh bien, c'est des collègues qui les ont, au bout du compte. Parce qu'on a des collègues qui sont dans la panade, parce qu'on a des collègues. Alors là, pour le coup, très, très souvent, qui ne sont pas dans les réseaux, qui ne sont pas visibles, mais qui ont besoin de nous. Alors, nous, on parle alimentation, etc., mais quelquefois, ça peut aller au-delà de ce réseau, aller au-delà de cela, c'est-à-dire avoir des appuis aussi psychologiques, hein, ne serait-ce que de dire bonjour, de se parler, etc. C'est vrai qu'on a toujours tendance dans notre métier, parce qu'on se retrouve souvent seul sur notre exploitation, et d'être le nez dans le guidon, comme on dit simplement, et puis on ne regarde plus du tout ce qui se passe à côté. Et pour ça, le réseau, il est hyper important. C'est-à-dire que le réseau, on n'est jamais seul. Hein, Sophie l'a bien dit, il y a ce côté humain, ce côté rencontre, évidemment qu'on a un peu perdu depuis un an, mais il est quand même prégnant, il est très important. Et je vois, enfin, même moi, qui ne fais pas de circuit court, quand je vais dans des réunions sur Bienvenue à la ferme ou avec AT02, on se sent bien. Et derrière, alors cet accompagnement, bon, entre nous, on discute sur nos difficultés, on se donne des petits trucs, des astuces, etc. Mais quelquefois aussi, il peut y avoir cet accompagnement technique qu'on se donne entre nous. Vous savez, chacun, derrière chaque agriculteur, il y a un géo trouve-tout. Hein. Il y a des astuces de tous les côtés. Eh bien, ces réseaux-là permettent évidemment de faire perdurer ça. Et puis, quelque chose de très important, c'est notre patrimoine. Le patrimoine, c'est l'histoire. Et l'histoire, bon, on la fait tous les jours. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants qui vont reprendre en partie nos exploitations? Eh bien, c'est ça, c'est cette histoire. C'est cette histoire et ces valeurs. Et ces valeurs, eh bien, c'est dans ces réseaux-là qu'on les développe. Ça me semble très important. Merci Robert. Il y a une question, oui, je crois que Cécile a dû vous voir sur Solal. Oui, il y a une question de la personne qui s'appelle Madeleine. Si elle peut développer sa question, c'était Resto du Cœur et Solal. Je pense qu'elle veut savoir avec quelles associations on travaillait. Alors, on travaille avec des associations qui sont nationales habilitées. Donc, en fait, il y a 18 réseaux d'associations, dont les Restos du Cœur, mais il y a aussi les banques alimentaires, la Croix-Rouge, le Secours populaire, le Société Saint-Vincent-de-Paul. On a aussi les épiceries solidaires qui font partie du groupe Andes. Et donc, en fait, toutes ces spécificités en fait, d'associations d'alimentaires, ça permet de trouver des associations pour tout type de dons. Donc, on a vraiment tout type de produits. On a des champignons, de la viande aussi sous vide ou surgelée. On a des panais, on a des choux, des courgettes, des pois, voilà, des fraises. C'est aussi la réactivité de Solal qui permet de donner tous ces types de projets et aussi la spécificité de chaque association. Comme j'ai la parole, je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Robert, mais rapidement, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y a aussi des agriculteurs qui sont en détresse, qui nous appellent, qui ont leurs produits dans les champs et qui n'arrivent pas à trouver vendeurs, acheteurs en tout cas, qui n'arrivent pas à les vendre.
Et du coup, Solal, c'est un moyen quand même de donner de la valeur à ce produit que personne ne voulait au final. Et ils se sentent seuls aussi, ces personnes, ces agriculteurs-là. Et le fait que les associations se déplacent, les bénévoles qui ont aussi l'habitude de partager, de communiquer, ça aussi, ça met de la vie. Ça sort un peu la tête du guidon, de voir d'autres gens et de discuter. Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas au départ un objectif de Solal, mais on s'est rendu compte que c'était un effet secondaire très positif du don aussi. Merci, Lucie. Des questions? Et je crois qu'il y a une question qui est arrivée sur. Pardon? Directement. Bon, Madeleine, remercie. Et puis, il y a une question. Quel référent contacter du réseau AMAP dans la Somme? Pour la Somme, c'est moi qui suis l'interlocutrice au niveau salarié. Donc, vous pouvez me contacter. Je ne sais pas si nos contacts à chacun sont. S'ils sont sur le diapo, oui, le diaporama sera diffusé à ceux qui le souhaitent. Ouais. Ils étaient affichés tout à l'heure. Oui, j'avais mis un numéro de téléphone. Vous n'avez pas mis mon adresse nominative, mais voilà, en tout cas, moi, je suis du coup sur les 3 départements de la France. D'accord, très bien. Est-ce qu'on conclut cette table ronde avec un mot de chacun, rapidement? Très rapidement? Monsieur Braillon. Oui, c'est pratique, nos réseaux, c'est du partage, c'est de la solidarité et c'est aussi faire passer auprès des citoyens qui en sont de plus en plus éloignés une histoire et une réalité paysanne qui est essentielle et qu'on a, nous, l'achat comme on fait. Moi, je veux simplement dire, n'hésitez pas à venir rencontrer les uns et les autres pour trouver effectivement le réseau qui vous conviendra le mieux par rapport à vos besoins, par rapport à vos activités et par rapport à votre personne. Oui, moi, je voudrais compléter quoi, nous sommes vraiment dans un moment clé avec cette crise Covid où le consommateur l'ensemble des consommateurs s'est posé les questions. Et en fait, vous vous transformez en un rôle majeur pour l'agriculture française et vous êtes les ambassadeurs de notre agriculture. Je pense qu'il y a d'autres moyens de communiquer qu'actuellement et donc communiquons positivement et la solidarité fait partie des gènes des agriculteurs, comme dit la présidente de Solal National, des agriculteurs. Voilà. Ah, vas-y. Oui, ça marche. Ouais. Vous m'entendez? Non, une conclusion plus factuelle, du coup, si vous souhaitez en savoir plus sur les AMAP, on organise des temps de primo-accueil producteurs jeunes enfants chez le système AMAP. C'est des temps de demi-journée où on vous présente les grands principes. Le fonctionnement, ça vous permet de voir si c'est un système qui peut correspondre à votre projet. On a aussi des temps plus longs de formation d'une journée, formation devenir paysan en AMAP. Là, c'est co-animé avec un ou une productrice en AMAP sur une journée. Donc, à chaque fois sur le versant sud et versant nord de la région. Et aussi, on a coécrit avec plusieurs réseaux d'AMAP de toute la France, une DD qui s'appelle Paysans en AMAP, pourquoi pas moi, qui est disponible gratuitement en ligne. Et aussi, j'ai quelques exemplaires papier à prix libre si vous souhaitez l'avoir en papier. Donc, ça vous permet, donc c'est des témoignages de producteurs en AMAP, ça vous permet d'appréhender un petit peu de façon plus sympa les thématiques un peu en AMAP, la réalité des différentes fermes en AMAP, comment ça peut s'incarner. Voilà, merci. Merci pour l'accueil. Alain, puis on donnera la parole à Marie derrière, on ne le dit pas à distance. Je vais être très court, je voulais répondre à ce qu'avait dit Robert, c'est très simple. Là, il y a une multitude de réseaux, mais en fait, il y a quasiment qu'un seul esprit qui est le même, et que en plus, ces réseaux ne sont pas concurrents, mais ils sont complémentaires, et que moi, si on m'interroge pour adhérer à Terroir et que je m'aperçois que la personne, en fait, elle aurait tout intérêt à être plutôt dans Bienvenue à la ferme, je la renvoie sur Bienvenue à la ferme.
Voilà, donc je pense que c'est aussi la force des chambres d'agriculture, comme l'a souligné M. Dragon. C'est aussi que c'est quand même une grande communauté et qu'on on est là, on n'est pas là pour défendre sa propre structure, mais bien d'essayer de trouver celle qui est la plus adaptée à la personne qui nous appelle. Marie, est-ce que vous voulez reprendre la parole? Alors, du coup, ce que je peux ajouter, c'est que si jamais vous êtes intéressé par nos services ou vous avez un projet de transformation en produits laitiers, faut pas hésiter à nous contacter, que ce soit sur notre site internet où on est capable de trouver déjà pas mal d'informations, ou alors sur notre page Facebook ou un mail ou un coup de téléphone. Faut pas hésiter à nous contacter. En plus de ça, on peut, pour ceux qui seraient intéressés, vous fournir un petit guide qui s'appelle Comment créer mon activité de transformation laitière à la ferme, donc qui répond à, donc je l'ai là sous la main pour ceux qui peuvent le voir, mais qui répond déjà à pas mal de questions. Donc on a essayé de reprendre un petit peu toutes les questions que pouvait se poser un porteur de projet et on a réuni les réponses dans ce petit guide, et il y a aussi un témoignage de producteurs, donc je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui se posent la question et qui aimeraient peut-être se lancer dans la transformation laitière. Voilà ce que je peux ajouter pour la R&D. Est-ce que Madame Garnier a ajouté quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter que si en fait une personne de laine dans le lait voudrait se diversifier et veut visiter un labo, moi par exemple j'ai une personne donc, qui est de laine qui est monsieur et Madame Pigeon Mathieu sont venus visiter mon labo, et ensuite la RVD les a aidés, donc ils sont dans laine, ils les ont aidés, là ils ont débuté leur transformation. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, il y a les filles, les techniciennes, mais on peut aussi visiter des producteurs qui sont déjà en place, et ça peut aider, quoi. Tout à fait. Enfin, il est en effet bien clair que quand il y a un projet laitier, le partenariat fait que on oriente très vite les porteurs de projets vers la R&D, puisqu'en effet, nous, Chambre d'agriculture, on va accompagner dans sa globalité le projet. Et quand il s'agit vraiment des activités techniques de transformation laitière, en effet, on conseille et on envoie les porteurs de projets vers la R&D. Merci. Clotilde, qui est à distance, tu veux encore dire un mot ou on clôture la table ronde? Non, moi, je n'ai rien à rajouter, à part que c'est des questions. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous. On a pris beaucoup de retard, mais je pense que c'est intéressant de faire le tour. Ce que je vous propose 5 petites minutes de break pour que tout le monde se dégourde ses jambes. Et après, on rappellera pour la deuxième table ronde Sophie, qui parlera des drives fermiers. Blondine, qui est à distance et qui nous parlera de produits de nos plaines. Et puis Zoé, comme M. Gaudron n'est pas là, Zoé qui reviendra parler vraiment du fonctionnement rapidement d'un dynamat, puisque M. Gaudron n'est pas là pour témoigner. Par contre, si dans les intervenants comme M. Moyen, vous voulez intervenir, il n'y aura évidemment pas de problème pour intervenir sur le ronde. On va essayer de récupérer un peu le retard.